Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvelle émission de lundi soir. Et aujourd'hui, on accueille Tristan Garcia. Alors, bonsoir Tristan, c'est un plaisir important pour nous de te recevoir. On a déjà un peu discuté ensemble dans des cadres différents. Alors, pour te présenter rapidement, et en fait c'est un peu dur de te présenter rapidement parce que tu as énormément écrit, tu as écrit de la littérature avec des romans qui ont été remarqués, en particulier La meilleure part des hommes en 2008, Mémoire de la jungle, Âme et histoire de la souffrance, impressionnant, que j'avais lu d'ailleurs pendant le confinement. Et puis deuxièmement des essais. Comme sur les séries, notamment Six Feet Under, Nos vies sans destin. Un essai aussi qui a été très remarqué. C'est le pire. C'est vrai. C'est un ouvrage de commande. Et pourtant, à chaque fois, justement, les gens me disent il parle de choses justement très différentes, et notamment aussi de séries. Bon, en tout cas, tu ne me recommandes pas la lecture. Je recommande la série, mais pas le livre. D'accord. La vie intense, ça va, tu recommandes La vie intense ou... Ça va. Et puis, un peu plus récemment, Nous, et puis aussi la métaphysique, et avec un livre qui sortira aux Presses universitaires de France en février, Laisser être et rendre puissant. Et donc, on est quelques-uns à vouloir travailler un peu avec toi cette question de la puissance. Mais peut-être avant de rentrer immédiatement sur ce sujet-là, on ne peut pas s'empêcher aussi d'essayer de te demander mais comment tu resitues ton parcours d'écrivain, d'essayiste aussi, ou production d'essais, et puis d'une philosophie, d'une métaphysique que tu as abordé. Quelle continuité, comment tu penses ces gestes-là? Alors j'ai essayé d'en tirer quelque chose qui peut être intéressant pour notre discussion, au-delà de l'anecdotique ou du biographique. Ce qui m'a toujours intéressé dans la multiplication, parfois la profusion de la publication d'œuvres très différentes qui appartiennent à des régimes de discours qui sont très différents, qui n'ont pas du tout la même adresse, pas du tout le même public, c'est d'essayer de déjouer l'exigence de cohérence d'une œuvre. Il me semble, j'ai toujours eu la hantise de ce qui apparaît quand on s'attache à l'œuvre d'un auteur, de l'effet de la page de garde, avec la mise sur le même plan en fait d'œuvres de tout genre, généralement dans l'ordre chronologique, et qui aboutissent à la production, à l'élaboration d'un auteur avec une notice bibliographique, avec des œuvres qui sont, sauf cas particulier, des pseudonymes ou des choses comme ça, qui sont mises sur le même plan, quelle que soit leur importance, le contexte d'énonciation, l'adresse. Et à partir de cette hantise, j'ai toujours voulu essayer de multiplier des œuvres qui n'aient pas le même statut, qui n'aient pas la même adresse, qui n'aient pas forcément la même manière, qui n'aient pas la même importance. Alors ça crée énormément de malentendus, ça crée des problèmes. Par exemple, d'emblée, quand tu le présentes, ça met sur le même plan des livres qui sont des livres de circonstances, où la voix est pas du tout la même. Où, je sais pas, dans le livre sur Six Feet Under, par exemple, j'ai pas du tout l'impression d'avoir engagé ma voix. Par exemple, quelque chose, juste pour donner cet exemple, c'est le seul livre signé de cette collection. C'est une collection dont je m'occupais aussi sur les séries télévisées. Il se trouve que des livres de cette collection, j'en ai écrit au moins 5 ou 6 autres, mais pour d'autres, avec d'écriture fantôme. Donc c'est rigolo parce que pour moi, je sais très bien que ce livre n'est que un parmi d'autres, signé sous d'autres noms. Et ça fait que j'ai le souvenir, en tout cas en commençant à écrire, de me poser assez fortement la question du pseudonyme, que je trouvais intéressante stratégiquement. Je me suis peut-être trompé, mais en commençant à publier, j'ai commencé à publier dans les années 2008-2009, et j'avais l'impression qu'avec Internet, en tout cas dans le champ de la fiction, ça serait une coquetterie. Ça marcherait pas, et donc forcément, en tout cas moi j'avais pas suffisamment de sens stratégique pour maintenir une identité masquée, une identité secrète, et que donc une sorte de coquetterie littéraire à la Kierkegaard ou à la Pessoa, où tu t'inventes plusieurs personas pour essayer de venir troubler la lecture de la cohérence d'une œuvre, tu t'inventes plusieurs voix, tu peux y compris écrire des livres les uns contre les autres. Enfin, je sais pas ce que faisait Kierkegaard par exemple, très clairement, qui jouait un rôle de théologien répondant à un autre théologien, c'est toujours lui-même, en même temps c'est jamais lui-même, il y a que sa thèse, je crois, qui est signée de son nom, sinon tout est signé d'un pseudonyme. J'avais l'impression que c'était rendu impossible par Internet, et donc j'ai renoncé à ça, et je le regrette, parce qu'avec le recul,
J'aurais vraiment bien aimé avoir un ensemble d'œuvres anonymes, un ensemble d'œuvres sous pseudonyme, et pouvoir en avoir plusieurs. Parce que la conséquence, en tout cas, de la nomination, il y a un terme que j'aime bien là-dessus quand on s'interroge sur ce que c'est que la fonction auteur ou qu'un nom propre. En philosophie analytique, il y a un texte un peu important d'un philosophe qui vient de mourir, qui s'appelait Saul Kripke. Et au début des années 70, il écrit il y a un ensemble de conférences qui sont traduites, qui apparaissent sous le nom en anglais de Naming and Necessity, où il utilise le terme de désignateur rigide, en disant un nom propre, c'est un désignateur rigide. Et c'est quelque chose que tu éprouves en fait en produisant une œuvre, c'est-à-dire que ton nom est renvoyé à l'idée vraiment de désignateur rigide. Il y a quelque chose comme une désignation rigide qui te contraint à l'idée que causalement, tu as été la cause de plusieurs œuvres, et tu deviens, ton nom s'autonomise comme le désignateur rigide de cet ensemble de productions qui ont été faites à des moments divers. Tu vois, dans les livres dont on peut parler, il y a des livres dont je ne me sens absolument pas l'auteur. Je l'ai été, mais je ne m'en sens pas du tout l'auteur actuel. Certaines fictions, mais aussi des livres de théorie qui sont au moins autant produits par les circonstances, par les rencontres, que par la désignation rigide du nom d'auteur. Et donc, de ce point de vue, en tout cas, je regrette de ne pas avoir choisi des stratégies de pseudonymat, notamment aussi pour publier de la littérature de genre, par exemple, pour publier de la science-fiction, pour publier du fantastique, et pour plus franchement assumer de faire certaines parties de l'œuvre contre d'autres. Et pour répondre finalement à ta question, dans le rapport, en tout cas, au sein de cette œuvre, entre des œuvres de théorie et des œuvres de fiction, le récit que je me suis inventé, puisqu'on s'invente, c'est des stratégies qu'on s'invente, c'est des manières de se justifier, le récit que je me suis inventé assez tôt, c'est que j'allais généralement faire mes ouvrages de fiction contre mes ouvrages de théorie, et mes ouvrages de théorie contre mes ouvrages de fiction. Au même moment, par exemple, j'ai publié un roman qui s'appelle Mémoire de la jungle, dont le narrateur est un animal non humain, un chimpanzé, et un essai qui s'appelait Nous, animaux humains, qui était un essai au moment où émergeaient très tardivement en France des thèmes qui apparaissaient dans la littérature antispéciste, un moment où tout n'était pas traduit, beaucoup de textes, je sais pas, les textes de Tom Regan, de Stephen Wise, qui s'intéressaient au statut juridique des animaux non humains, n'étaient pas disponibles en France, donc c'était un champ un peu plus prospectif. J'ai eu l'impression très très claire d'écrire le livre théorique contre la fiction. Et n'étant pas complètement satisfait de ce que j'avais l'impression de penser en tant que théoricien, d'écrire ma fiction pour détruire, pour démolir complètement les thèses théoriques du livre. Et donc j'avais l'impression de m'inventer un dispositif où il fallait surtout pas qu'une part de l'œuvre vienne confirmer l'autre. Mais au contraire, qu'elle vienne entrer en conflit, que la fiction se définisse comme ce régime de discours qui allait rendre totalement inopérant ce qui avait été trouvé en théorie, et inversement. Et je crois, si j'essaye de me souvenir, je crois que ce type de dispositif, qui peut s'apparenter à une petite névrose personnelle, ce type de dispositif, il vient de la hantise de la construction d'un certain type d'intellectuel français, dont on peut faire remonter l'origine peut-être à Rousseau, qui articule la fiction et la théorie comme des formes rhétoriques, disons, de confirmation. Il y a chez Rousseau l'idée, par exemple, quand il écrit la Nouvelle Héloïse, que, dit-il, il va falloir faire passer avec une cuillère de sucre, ce qui passe avec un goût beaucoup trop amer dans la théorie. L'idée que philosophiquement, ce qu'il écrit ce qu'il va écrire un peu plus tard dans le contrat social, par exemple, ou ce qu'il écrit dans les Milles, est un peu fort de café, un peu trop dur, n'est pas au goût de tout le monde, et que donc la fiction, ça va être la cuillère de miel ou la cuillère de sucre qui va faire passer pour tout le monde et pour un public démocratique, ce qui sinon ne pourrait passer que pour un tout petit public. Et au fond, tu vois, c'est un type de dispositif qu'on va retrouver, qui est très français, qu'on retrouve dans l'intellectuel français organique, qui prétend à la fois à la fiction et à la théorie, jusqu'à Sartre, qui est un modèle au cœur du XXe siècle de dispositif absolu qui organise sa fiction et sa théorie, en disant, quand j'arrive au bout de l'être et le néant, je vais écrire les chemins de la liberté. En fait, j'arrive jamais au bout des chemins de la liberté, ça reste une œuvre inachevée, mais ça produit évidemment des œuvres très illustratives. Les chemins de la liberté, c'est un échec, parce qu'au bout d'un moment, il s'aperçoit que chacun de ces personnages est un nom pour un concept, une idée, ou une manière d'être, et ça fonctionne pas, et il le dit dans les entretiens avec Beauvoir à la fin de sa vie, il le regrette, il a l'impression d'avoir échoué en littérature. Et donc, en tout cas, j'ai grandi, et je pense qu'on est beaucoup à grandir dans une certaine image de la figure intellectuelle française qui serait celle qui serait capable de réconcilier ces deux régimes de discours. En gros,
la fiction pour parler à un public démocratique, la fiction pour parler à tout le monde, pour donner un tour démocratique, et la théorie pour un régime de discours plus aristocratique, un entre-soi, où on maîtrise un certain champ, il y a une légitimité plus restreinte, on accepte dans une certaine mesure la légitimité académique, on joue un petit peu avec ce champ, en tout cas on se reconnaît des pairs, il y a des normes, il y a des critères de discours, alors que quand on passe dans la fiction, on parle à tout le monde, et évidemment ça produit, les deux parties de l'œuvre sont censées se confirmer. La fiction, elle est là pour illustrer et confirmer la théorie, elle est là pour, disons, produire sous forme d'abstraction, de concepts, de théories et de propositions ce qui était dans la fiction. Et donc, je me suis sans doute inventé ce contre-régime, cette idée que l'une était là contre l'autre, pour éviter ce qui m'apparaissait comme une sorte, en termes éthiques, d'un peu d'insupportable autosatisfaction intellectuelle, où une des deux parties de l'œuvre est là simplement pour confirmer l'autre. C'est vrai qu'en t'écoutant, ça donne envie de te poser deux questions qui peuvent peut-être toutes les deux un peu rentrer dans notre sujet. Il y a un côté où, il y a la question de la puissance de la fiction qui serait pas ancillaire, qui serait pas illustrative, comme tu le dis, se soulève. Et puis d'un autre, en t'écoutant, je pense quand même à tout ce qui, dans ce jeu foule, comme dirait Michaud, mais que tu défends, quoi, cette pluralité de voix en soi que tu exprimes. Interroge aussi le nous, l'identité justement, tel que ensuite on pourrait avoir envie d'en parler. C'est ces questions de l'identité fixe, de ce qui doit être là-dedans pluriel, de ce qui se marie. C'est deux questions qui partent sûrement dans deux sens différents. Je ne sais pas si elles se relient, mais cette position d'auteur me semble quand même résonner beaucoup avec cette interrogation sur les subjectivités, leur pluralité et les modes d'articulation, même en soi en fait, comme un jeu à partir d'un jeu full. Oui, tu as raison, j'ai le souvenir très net de découvrir cette intuition en lisant un petit livre d'un auteur devenu un peu infréquentable, qui est Marcel Gaucher, qui a écrit un petit livre sur l'inconscient cérébral, et dans lequel il essaye de montrer que, en fait, l'idée d'inconscient, elle apparaît aussi bien chez Valéry que chez Freud, et, y compris dans les textes littéraires de Valéry par rapport aux textes de Freud. Et j'ai l'impression, en tout cas, que le jeu full, tu cites Michaud, qui est très présent dans la poésie française de la fin du 19e et du début du 20e, quelque part entre disons, Rimbaud, puis Mallarmé et Michaud, enfin voilà. C'est quelque chose qui, en tout cas, auquel moi j'étais pas très sensible, j'ai une sorte de petite réticence à ça. J'ai l'impression que c'est le schéma type de la subjectivité moderniste de la fin du 19e et du début du 20e, qui, à la fois dans la psychanalyse, dans la psychologie chez Nietzsche aussi, au même moment, découvre que tout jeu est un nous, qu'en fait le moi n'est qu'une illusion sur le théâtre de la conscience, et que derrière il y a une foule, il y a une multitude. Ce qui va aller jusqu'à, je sais pas, jusqu'à Deleuze, la blague quand Deleuze et Guattari disent on a écrit le livre à deux et chacun de nous était une infinité de personnes, donc ça commence à faire beaucoup. J'ai l'impression, en tout cas, que de manière un peu datée, quelque part dans l'Europe de la fin du 19e, s'élabore l'idée que, voilà, on a rompu la substantialité du jeu, du moi, et on va montrer qu'en fait, sous le moi, il y a une foule de personnages. C'est quelque chose qu'on trouve chez Valéry, chez Nietzsche, qu'on trouve chez Freud, qui ensuite se réalise dans la littérature et aussi bien en théorie, et avec lequel, alors ma réticence viendrait du fait que je pense que ça a un effet très séduisant d'emblée, c'est que ça produit une politisation du moi. C'est-à-dire ça donne l'impression que le moi est une scène politique. Donc c'est le cas chez Michaud par exemple, où parfois c'est très amusant, où chez Michaud il y a des formes de dissension ou de combat à l'intérieur de soi, où une version du moi, parfois une version passée, vient venir casser la figure au moi présent, et donc ça pose la question politique de comment produire une assemblée, je sais pas, une assemblée constituante du moi, comment constituer le moi, comment les faire coexister, et comment trouver une politique du moi. Donc je pense que ce qui plaît en fait à partir de la fin du 19e, c'est cette idée que ça ouvre à une politique du moi. Puisqu'il y a un peuple. Le moi est en fait un peuple caché, une foule ou un peuple. Tu peux même faire de la psychologie de la foule, mais à l'intérieur du moi, etc. Dans ce que je disais, c'est légèrement différent. Moi, ce qui m'intéresse, mais peut-être parce que je viens de tradition de pensée dialectique, c'est l'idée que dans le moi, il y a une contradiction. C'est-à-dire pas forcément qu'il y a une foule, mais qu'il y a une contradiction entre deux impulsions opposées, ou
deux pôles, ce qui n'est pas exactement la même chose. Alors, si j'essaye de comprendre pourquoi, je pense que je l'ai été adolescent, mais je suis plus trop sensible à cette idée du moi full. Je pense qu'il y a une séduction esthético-politique au fait, immédiatement d'avoir l'impression de rompre, derrière l'individualisme, de rompre la substantialité du moi et d'y trouver une scène politique. Mais en fait, je trouve toujours, tu vois, déjà chez Valérie a souvent cette intuition, il y revient. Je trouve que c'est flou, parce qu'en fait, j'arrive pas à me représenter si... Et c'est pareil, en fait, chez Deleuze. J'arrive pas à me représenter si derrière le moi, on va trouver, avec une sorte de régression à l'infini, des sortes de petits moi. C'est-à-dire, on va continuer à reproduire en fait le modèle de la subjectivité individuelle, mais en disant simplement, dans la subjectivité individuelle, il y en a une multitude. C'est-à-dire, il faut pas, derrière l'apparence de stabilité, d'identité dans l'espace et dans le temps de la personne, en fait, il y a une multitude de personnes. Mais en fait, on fait que repousser le problème. C'est-à-dire, si la personne est constituée d'une multitude de personnes, on trouve comme des petits homoncules à l'intérieur des petites personnes, et on va reposer la question de l'identité personnelle, de chacun des moments de moi, etc. Donc je trouve que si c'est ça, en fait, c'est décevant, et ça fait que repousser la personne. La question, en fait, de la personne, de ce que c'est qu'une personne métaphysique, une personne juridique, etc., ça fait que repousser le problème. Ou alors, le moi est constitué de choses, d'entités, comme dans la psychanalyse, qui sont hétérogènes. Le moi, le ça, le surmoi, où tu fais une topique, etc. Et tu trouves des forces. Des forces à l'intérieur. Et après, tu essayes de nommer ces forces. Si c'est ça, le problème de ces constructions, comme de la construction psychanalytique, c'est que derrière le geste apparemment libérateur, parce que tu romps l'unité du moi, tu vas trouver un geste autoritaire. Tu vas trouver un geste autoritaire de détermination, en fait, des forces qui constitue le moi. Et tu risques très vite de payer la libération du fait d'être débarrassé de l'injonction à être un moi unique, massif et substantiel, par le fait de déterminer des forces souterraines qui déterminent l'individu et de déterminer une position d'autorité, le psychanalyste, le psychiatre, qui lui va pouvoir les lire, va pouvoir les connaître. Et donc, en fait, sous couvert de libérer chacun du moi, tu dépossèdes chacun des forces qui font sa subjectivité et tu les livres à une autorité externe qui va les lire à ta place, quoi, qui va savoir ce que tu veux vraiment, pourquoi tu le veux, dans quelles circonstances. Donc, au fond, je pense qu'en plus ce schéma est un peu daté disons du moi full ou de la pluralité ou de la multiplicité, soit des personnes, soit des forces à l'intérieur du moi. Je pense que c'est un grand étonnement, disons, des modernes, la fin du 19e et du début du 20e, mais que c'est plus vraiment la bonne question pour se poser la question de la subjectivité. Mais est-ce que tu pourrais définir du coup cette dimension dialectique que toi tu privilégies par rapport à ces deux autres constructions que tu nommais? Est-ce que tu peux lui donner quelle est sa force, quoi, finalement? Oui. Je pense qu'à l'inverse, un trait d'époque est plutôt de partir, non pas de la dissolution, de la décomposition du moi, mais de partir de l'idée que ce qui est premier dans la subjectivité, dans la formation de la subjectivité, c'est de la subjectivité, et notamment la forme du nous, de la subjectivité non individualisée. Et par exemple, même en psychologie du développement, je pense à des choses qui s'écrivent depuis Rochat, etc., et qui viennent de Piaget, il y a vraiment l'idée que, au fond, le nous vient avant le je. C'est-à-dire que la première personne, elle est d'abord première personne du pluriel, et ensuite elle vient se fixer, par exemple dans la formation du jeune enfant, elle vient se fixer sur un corps. C'est une expérience, souvent quand on a un enfant, on voit bien que un enfant, un très jeune enfant, un petit bébé, il y a de la subjectivité, il est dans la subjectivité, mais il ne la fixe pas vraiment sur son corps. On sait qu'il y a des stades d'identification, de réidentification, entre 1 et 2 ans, petit à petit. Voilà. Et donc, moi je préfère partir de l'idée qu'il y a de la subjectivité, que la subjectivité elle est d'abord non individuelle, d'essayer de comprendre les processus par lesquels elle est individualisée. Plutôt que de partir de l'étonnement vers, en fait, cassons la coquille de noix du moi et trouvons de la multitude par-dessous. Donc ce que j'aime bien, ce qui me plaît à la fois dans la psychologie cognitive, dans la philosophie politique, c'est de partir de l'idée que voilà, il y a de la subjectivité et comment qu'elle se fixe sur des personnes,
des personnes individuelles et des personnes collectives, des institutions. Et par quelle logique, par quelle logique est-ce qu'elle se diffuse et se contracte? Donc d'imaginer une forme, la subjectivité c'est une forme qui est en même temps un milieu qui est diffusé par des corps vivants et dans lesquels ces corps sont, et qui à un moment, pour des raisons historiques et sociales, se fixe sur tel corps, ou tel ensemble de corps, ou telle institution. Et c'est ça qui m'intéresse dans nous par exemple, parce que je crois que si tu penses ça, tu trouves qu'il y a une logique à l'œuvre, il y a une certaine logique à l'œuvre dans l'expansion de la subjectivité et dans sa contraction. Il y a une logique d'expansion et de contraction de la subjectivité et du nous. J'ai une question qui est peut-être un peu abstraite, mais qui est liée... J'ai l'impression que ce que tu dis à propos de tes deux manières d'écrire, au fond, écrire en littérature et écrire en philosophie, c'est pas un truc qui se recoupe, qui s'illustre, mais qui s'oppose, qui se contredit. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de scepticisme, mais métasceptique, au sens où c'est un scepticisme de la pratique de l'écriture. Au lieu d'avoir une mise en tension de thèses contradictoires dans un traité de philosophie, ce que tu mets en tension, c'est pas les thèses contradictoires, c'est deux pratiques possibles d'écriture, et donc deux engagements en fait littéraires ou textuels dans le monde. Comment expliquer cette espèce de suspension sceptique, non pas portée sur les théories, mais sur les pratiques de l'écriture elle-même? Est-ce que c'est une sorte de manière de refuser, d'accepter théoriquement, de s'engager avec de manière un peu dogmatique ou en tout cas doctrinale, mais en revanche de refuser qu'en pratique, d'être soumis par ces énoncés, de se libérer une pratique, Oui, alors, j'espère que ça aboutit pas à une sorte de scepticisme, donc de défense mise sur un même plan de deux thèses opposées, enfin comme si un livre disait la thèse A et l'autre livre dit la thèse B, et A est le contraire de B, donc on peut défendre aussi bien A que B, mais que ça correspond à des pratiques et à des mouvements de pensée et de perception qui sont pas contraires, mais qui sont inverses, au sens où tu peux avoir une même direction et inverser le sens d'une direction. Très clairement, par exemple, il y a 1000 manières de faire de la littérature, 2, de faire de la fiction, 3, de faire de la narration. Donc c'est très compliqué de savoir déjà si tu parles de littérature, de fiction ou de narration. Dans les 3 cas, ce qui me semble certain quand tu fais l'épreuve physique d'écrire de la fiction ou de la littérature, de la narration d'une part et d'autre part de la théorie, c'est que tu sens très bien qu'il y a un mouvement inverse, parce que tu sens très bien par exemple que quand tu fais de la théorie, quel que soit ton champ théorique, tu passes par des moments d'abstraction, tu peux pas faire autrement, tu passes par des moments d'abstraction qui sont des moments de généralisation. Et quand tu abstrais, en fait, ce qui se passe très concrètement, c'est que tu enlèves des qualités au monde. C'est-à-dire qu'en produisant de la théorie métaphysique ou de la théorie politique, à un moment, tu enlèves sa couleur à la table. T'enlèves sa couleur, t'enlèves son poids, t'enlèves quelque chose de son odeur, c'est normal, tu déqualifies les choses. T'es obligé de déqualifier pour abstraire. Mais t'enlèves aussi leur qualité à des corps. Alors moi j'ai toujours une réticence par rapport à par exemple des philosophies qui vont prétendre qu'elles conservent justement la qualité sensible des choses dans leur mouvement d'abstraction. Pour moi c'est la principale faute, c'est ce qu'il y a de plus hypocrite, c'est ce qui m'éloigne par exemple de certaines traditions phénoménologiques qui vont être dans l'invocation de la chair, du charnel, du sensible, au moment où elles sont en train de l'abstraire. C'est-à-dire je pense que tu fais un mouvement qui est une sorte de contradiction performative, c'est-à-dire au moment où tu invoques la chair, le charnel, le sentant sensible, je sais pas, chez Merleau-Ponty, en fait, tu le fais sous une forme langagière, conceptuelle, qui déqualifie les choses, qui justement leur enlève l'aspect de chair, etc. Donc, quand tu produis un concept de chair, il n'est pas charnel, quoi. Que tu fasses, c'est un concept, donc tu peux pas... voilà, en tout cas, moi, ça reste pour moi un principe, t'essayes de pas mentir là-dessus. Donc, soit tu es du côté de l'abstraction, c'est-à-dire tu t'es engagé dans un mouvement où tu peux aller plus ou moins loin, par lequel tu déqualifies les objets, les personnes, les événements, tu produis de la généralité, tu peux vouloir produire de l'universel, ou en fait aller contre l'universel, produire du particulier, peu importe. En tout cas, quoi que tu fasses, ton monde, au bout d'un moment,
ton monde théorique, il sent pas, il pue pas, il a pas de poids, il a pas de masse, c'est normal, tu lui enlèves ça, faut pas le regretter. Il a un concept de masse, mais il a plus de masse. Le concept de masse, il a pas de masse. Le concept de voix, il a pas de son. Donc, c'est la vieille idée spinoziste, le concept de chien n'aboie pas. Et tu fais, à ce moment-là, si tu considères ça comme un sens possible de l'écriture, tu vois très très bien que quand tu fais de la fiction, de la littérature, tu fais l'inverse. C'est-à-dire que tu essayes de reconquérir tout ce qui est perdu. Tout ce qui est perdu à cause du langage, dans la qualité des choses, la qualité des êtres. T'essayes d'avoir quelque chose qui pue. T'essayes d'avoir quelque chose qui sent, t'essayes d'avoir quelque chose qui a un poids, et tu fais tout l'effort inverse. Tu sens que tu portes, y compris ton corps comme écrivain, vers l'inverse. Vers le fait de redonner un poids, un son. Les voix, elles ont... quand tu fais du dialogue, quand tu fais dialoguer, les voix, d'un seul coup, elles retrouvent un timbre, elles retrouvent une couleur. T'essayes de faire en sorte d'aller vers ça, en tout cas. Donc, pour te répondre, j'ai pas l'impression que les mauvaises lignes de partage entre fiction et théorie sont des lignes de partage statiques, où tu as comme si la fiction était un champ qui produisait une certaine vision du monde, qui serait une vision du monde contraire de la vision du monde théorique, par exemple. Ça fonctionne pas comme ça. C'est des forces ou c'est des puissances qui s'engagent dans un rapport qui peut avoir la même direction, c'est-à-dire ça produit des effets de camaraderie entre des œuvres littéraires, par exemple, et des œuvres de fiction, si elles ont la même direction. Elles peuvent avoir la même direction, la même vision du monde, le même rapport à l'imaginaire, etc. Par contre, elles n'ont pas le même sens. Très clairement, à mon sens en tout cas, elles doivent s'engager dans des sens inverses, en déqualifiant ou en requalifiant, en donnant des qualités ou en les faisant perdre à ce qu'il y a. Alors, si on revient sur ce fameux livre qui sort en février, tu commences le livre sur personne n'est d'accord. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Personne n'est d'accord. Donc, une espèce de désaccord absolument à peu près sur tout. Et en même temps, on est dans un moment là j'ai l'impression de transformation assez brutale, tant dans nos cosmologies, tant dans nos choix politiques, etc. Enfin, les désaccords et les remises, la mise en question de toute une série d'évidences est assez radicale aujourd'hui. Et tu avances un terme qui, je n'ai pas lu tout l'ouvrage, mais qui, je pense, se retrouve régulièrement, c'est le terme de commun distinct. Je voudrais que tu nous expliques, si tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le commun distinct, et surtout, je voudrais te citer où tu fais une adresse pour ce livre. Tu dis, ce livre, il s'adresse à ceux d'entre nous qui ne se sentent pas blasés par le désaccord généralisé et qui pensent, parce qu'ils s'en trouvent surpris et blessés, jour après jour. Nous nous adressons à ceux qui cherchent du commun distinct envers et contre tout. Oui, alors ça vient d'un étonnement que j'ai toujours à l'égard de beaucoup de débuts de philosophie. C'est le cas chez Aristote, dans l'idée d'étonnement chez Aristote. C'est le cas dans la grande leçon au Collège de France que fait Merleau-Ponty, justement, chez l'étonnement. Il y a un livre, justement, sur l'étonnement de Eugène Fink aussi. Et je suis toujours étonné par le fait que ce qui étonne ces philosophes, c'est que le monde tienne. C'est qu'il y ait un monde, c'est qu'il y ait de l'être commun. C'est que ça tienne parce qu'il y a du logos. Il y a du logos, et donc il y a une faculté commune à tous les êtres à dire les notions communes. Ce qui est censé être le logos chez Aristote, le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste et l'injuste. Et donc, j'ai toujours été étonné par le fait que tant de philosophie commence avec l'étonnement que le monde tient. Vraiment, on devrait s'étonner du fait que... moi, il m'a semblé que le premier étonnement, c'est que ça tient pas. Ça tient pas, ça va pas ensemble. Tout est contradictoire, tout est livré à des jeux de force adverses, opposés. Ça me semble devenir, au-delà de ce que je peux ressentir, ça me semble devenir un sentiment commun et presque un topos qui pourrait nous définir depuis une trentaine d'années, où justement on va trouver que la plupart des livres, s'il me semble qu'il y a encore un sentiment commun qui lie par exemple des livres profondément réactionnaires, des livres conservateurs et des livres qui se veulent émancipateurs, c'est en général le fait de commencer par un plus ou moins lamento ou plus ou moins exultation à l'idée qu'il n'y a plus d'universel. Alors évidemment, plus on va vers un livre réactionnaire, plus on va commencer par un long lamento sur le « jadis il y avait de l'universel »,
on arrivait à avoir de la pensée, tout le monde reconnaissait que, je sais pas, les mathématiques étaient des sciences universelles. Aujourd'hui, il y a des gens pour nous dire que les mathématiques sont virilistes et qu'il faut les déconstruire et tout ça. Donc on va avoir un ton donné par énormément d'essais réactionnaires ou conservateurs, suivant ensuite l'orientation qui est donnée à la pensée, qui commence par un lamento sur la chute de l'universel, la fin de l'universel, la mort de l'universel. Puis de l'autre côté, on va avoir un ensemble de pensées qui sont au contraire portées par l'enthousiasme à l'égard d'une destitution d'un universel qui était un faux universel. Ça va être tous les livres sur le pluriversel, par exemple, énormément de livres postcoloniaux ou décoloniaux qui vont proposer un terme de remplacement. Il est très rare, quasiment aucun de ces livres, en tout cas à ma connaissance, ne se réjouit de la fin de l'universel en tant que tel. Il s'agit toujours de se réjouir de la fin d'un faux universel, de fausses valeurs universelles, des droits de l'homme, etc., qui en fait étaient uniquement occidentaux, uniquement européens. Et à ça, on va opposer donc l'idée, par exemple, en utilisant des formes d'archipélisation, de créolisation, l'idée que désormais il va falloir négocier entre nous, entre cultures, entre traditions, un universel qui va être pluriversel, puisque ça devient, c'est un terme qui est en train de sortir de la recherche décoloniale pour se démocratiser. Ou bien on va se réjouir dans un certain nombre d'ouvrages qui sont des ouvrages qui peuvent être des ouvrages féministes ou des ouvrages décoloniaux, de l'idée qu'on va aller vers le particulier plutôt que l'universel, qu'il y a une vérité du particulier, et qu'en fait le seul universel c'est le particulier, ce sont les particularités justement. Et donc il me semble qu'il y a peut-être un point commun, un dernier point commun à tous les débuts d'essais plus ou moins réussis d'époque, c'est le fait de s'entendre universellement sur la destitution de l'universel ou d'un certain universel. Simplement comme forme commune, le fait de pleurer ou de pleurer la fin d'un commun universel ou de se réjouir de la fin d'une fausse communauté universelle, des valeurs, des théories, des principes, etc. Pour cette raison, je crois que j'essaye en tout cas dans le livre de prendre au sérieux ce lamento ou cette exultation, en y voyant peut-être le dernier commun qui nous tient encore, qui est ce rapport-là à la destitution, à la fin de quelque chose d'universel. J'essaye, contrairement à l'étonnement philosophique classique, de m'étonner non pas du fait que ça tienne, mais du fait que ça tienne pas. Ça tient pas, ça tient plus, en fait ça n'a jamais tenu. Il faudrait plutôt s'étonner du fait qu'on a cru que ça tenait, mais de toute évidence ça tenait pas. Ou ça tenait parce qu'on n'écoutait pas ceux qui disaient autrement, ou ceux qui pensaient autrement. Voilà, je sais pas, on sait très bien maintenant... Le récit, je sais pas, le grand récit héroïque des droits de l'homme, il tenait parce que personne ne parlait de l'Empire du Mali et ne parlait de l'abolition de l'esclavage et la notion de droits de l'homme dans l'Empire malinqué. Ou le grand récit sur les Lumières tenait parce qu'on mettait complètement de côté, je sais pas, les Lumières chinoises ou les Lumières japonaises jusqu'à l'ère Meiji. Donc c'est simplement qu'on n'écoutait pas. Voilà. On n'écoutait pas, on lisait pas ou on ne connaissait pas ces autres traditions. Ceci étant posé, il me semble que ce qui est acté, c'est que le concept d'universel, c'est pas qu'il est destitué, c'est qu'il est usé, il est épuisé. Comme plein de concepts, il y a énormément de concepts, ils sont pas faux, ils sont juste usés. Il y a une usure, comme il y a une usure physique des corps dans la mécanique générale, il y a une usure des idées aussi, et cette idée-là, elle est usée, elle est épuisée. Dans ce cas-là, il faut la mettre en jachère. Il ne faut pas la condamner, il ne faut pas la réduire à rien, il faut la laisser en jachère. Il vaut mieux laisser l'universel en jachère, c'est pas très intéressant. Pas très intéressant de repartir de cette idée-là. Il faut autre chose, et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de commun distinct. C'est-à-dire, c'est l'idée que la pensée puisse produire quelque chose à la fois de suffisamment commun, et par commun j'entends le fait de ne pas avoir d'autre, et en même temps de suffisamment distinct, c'est-à-dire pas quelque chose d'indéterminé, et distinct ce qui est un autre, et distinct ce qui est un autre. On peut désigner quelque chose, on le distingue à partir du moment où on le distingue d'autre chose. Quelque chose est commun quand on décide de ne pas se tourner vers ce qu'il y a d'autre. On se tourne vers le même, ou ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Et il me semble que mieux vaut dans un premier temps relancer la question, plutôt que de l'universel qu'il faut laisser en jachère, de la question de ce que une pensée peut concevoir de suffisamment commun et de suffisamment distinct. Et de suffisamment commun pour valoir pour le plus possible, et de suffisamment distinct. Parce que si on ne dit pas distinct, si on dit juste commun, le problème c'est que le commun ça peut être l'indéterminé. On peut se trouver, la pensée peut trouver
peut nous trouver des formes communes qui en fait ne sont pas intéressantes parce qu'elles sont indéterminées, parce qu'elles sont si peu déterminées en tout cas que ça vaut à ce point pour nous tous et pour nous toutes qu'en fait c'est pas suffisamment distinct, donc ça n'est pas intéressant. Donc le problème c'est de régler en fait, de jauger suffisamment à quel point on peut penser quelque chose qui est distinct, donc qu'on peut énoncer, qui est déterminé, qui est quelque chose, qui est une valeur, qui soit une proposition qui ait un intérêt parce qu'elle a un autre, parce qu'elle contredit un autre, qui a aussi un intérêt politique pour ça, c'est-à-dire que si elle a un autre, c'est qu'elle a un ennemi, parce qu'il y en a qui vont défendre l'autre, partie de la proposition, mais qui soit suffisamment commun. Et donc l'idée de commun distinct, ce qui m'intéresse, c'est d'aller d'abord me demander à quel point il est possible de penser un maximum de communs qui soient encore distincts. C'est-à-dire jusqu'à quel point la pensée peut faire l'épreuve d'aller vers l'indéterminé, vers le presque n'importe quoi, pour essayer de penser ce qu'il y a de commun à toute chose, partout et toujours, mais en ne plongeant pas dans la soupe cosmique, ou dans l'indéterminé, ou dans voilà, ce que les Grecs appelleraient la peiron, et dans une forme d'infini qui est un indéfini, et qui n'a pas d'intérêt parce qu'on est passé du côté de l'indétermination. Et est-ce que tu vois des formes politiques qui pourraient aller vers ça? Est-ce que tu vois concrètement des formes de configuration, des formes de gestes, qui finalement pourraient aller vers ça plutôt que ces différentes déclinaisons dont tu parles d'universalisme? Alors ce que j'essaye de tenir dans l'ouvrage, qui n'est pas forcément une solution facile à tenir, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est tenable en dehors de la construction du livre, c'est d'abord l'idée que en fait le maximum de commun distinct c'est le possible, le nom de ce qu'il y a de maximum de commun, de ce à quoi un être qui perçoit, qui vit, qui pense peut avoir accès, c'est le possible. C'est ce qu'il y a de moins déterminé, mais qui n'est pas encore indéterminé. C'est ça, le possible, c'est une sorte d'état de l'être des choses qui est suffisamment indéterminé pour pouvoir être n'importe quoi, mais qui n'est pas n'importe quoi, qui n'est pas encore dans l'indétermination absolue. Et le cœur du livre, il repose dans l'opposition entre deux concepts qui sont, d'où le titre, le possible et la puissance. Et l'idée du livre, c'est d'essayer de montrer, en faisant de l'ontologie très abstraite, mais en remontant ensuite vers des cas concrets dont on peut parler, qu'il y a un rapport inverse, une fonction inverse entre le possible et la puissance. C'est-à-dire que le prix à payer pour pouvoir concevoir le possible, c'est que tout est possible si rien n'est puissant. C'est-à-dire que le seul moyen de penser que tout est possible, c'est de rendre tout impuissant. Si par puissance on entend le fait de rendre possible une puissance, c'est un possible qui s'excède. C'est-à-dire une puissance, c'est une possibilité qui ne vaut pas pour soi, mais qui rend possible autre chose. Une puissance, quelle qu'elle soit, une puissance métaphysique, c'est ce qui rend autre chose possible, ou impossible, ou nécessaire, tout puissant, qui se donne à autre chose que soi. La thèse du livre, elle est que si on remplace l'idée d'universel par l'idée de commun distinct, en fait, ce qu'on peut penser de plus commun, c'est la simple possibilité, c'est le fait d'être possible. Et c'est le fait que tout soit possible, mais que radicalement tout soit possible. Ce qui va même vers l'examen dans le livre de l'idée que l'impossible est possible aussi. C'est aussi une possibilité. Le fait que rien ne soit possible est aussi une possibilité, qu'il faut l'ouvrir. Donc il faut ouvrir à tout, laisser être toute possibilité, absolument toute possibilité. Et qu'il y a un prix à payer pour cette position de libéralité extrême, où on laisse être toutes les possibilités, et que ce prix à payer, c'est qu'on ne peut le concevoir qu'à la condition de penser qu'en ce cas, chaque chose est possible exclusivement par rapport aux autres. C'est-à-dire que les choses ne sont pas possibles ensemble. Il n'y a pas de compossibilité. Quand une chose est possible, en fait, aucune autre chose ne l'est. Et qu'il y a un rapport entre le fait d'être possible et un certain découpage du monde qui fait que quand quelque chose est possible, en fait, elle est isolée, elle est séparée, elle est abstraite de toutes les autres. Parce qu'à partir du moment où tu mets des possibilités entre elles, il y a des possibilités et des impossibilités. Par exemple, la possibilité que rien ne soit possible, si tu la mets dans le monde, c'est une possibilité destructrice. Elle détruit toutes les autres possibilités. Si rien n'est possible, toutes les autres possibilités sont détruites. Donc le seul moyen que tu as de concevoir un monde où tu arrives à te représenter que absolument tout est possible, y compris la destruction du possible, c'est d'isoler
par la pensée, c'est d'abstraire chaque possibilité. Ce qui veut dire, pour être un peu plus concret, ce que je défends, c'est que la conception la plus large qu'on puisse se faire de ce qu'on appelait l'universel, on peut se faire du commun, c'est un commun ou une universalité qui n'est absolument pas inclusive. L'universel n'est pas inclusif, il est exclusif. C'est-à-dire que c'est le maximum d'universalité que tu peux penser, c'est le fait que chaque chose soit possible, mais à l'exclusion de toutes les autres. Quand tu fais ça, tu ne produis pas de communauté du tout. Tu produis l'inverse en fait. Tu produis un monde qui est le plus riche possible, puisque n'importe quelle chose est possible, mais en même temps, tu as brisé toutes les relations. Il n'y a pas de relation, une possibilité ne coexiste jamais avec une autre possibilité. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de société des possibilités. Et donc le problème, qui est le problème politique, c'est comment tu reconstruis de la puissance. Et reconstruire de la puissance, ça a un prix, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que de la puissance, ça n'est rien de plus que du possible comprimé et supprimé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne de la puissance? C'est le fait de supprimer certains possibles. Ou c'est le fait de comprimer deux possibles en un. Une puissance, par exemple, pour essayer d'être un peu plus clair, une puissance métaphysique, c'est l'identité. Pour plein de philosophes, l'identité, c'est une puissance. C'est la puissance que tu as d'être identique à toi-même. Qu'est-ce que c'est que le fait que l'identité, au sens, pour revenir au début de notre discussion, d'être identifiable et réidentifiable, l'identité personnelle, le fait que je suis quelqu'un, c'est le fait qu'une infinité de possibilités de moi maintenant, moi encore maintenant, etc. Toutes ces possibilités sont comprimées en une seule, qui est moi en tant que personne. Et ça, la puissance d'être identique, par exemple, elle a un prix. C'est que toute puissance est le sacrifice d'une infinité de possibilités. Toujours. Donc ce qui m'intéresse, ce qui ouvre à une question politique pour moi, toujours, c'est la question de savoir, qui est la question métaphysique par excellence pour moi, quelle puissance est-ce que tu décides de reconstruire? C'est-à-dire quel possible tu sacrifies pour donner de la puissance. Est-ce que tu décides, dès le départ, métaphysiquement, est-ce que tu décides de donner de la puissance à l'idée d'identité ou à l'idée d'intensité? Est-ce que tu décides de donner de la puissance à l'idée d'ordre, par exemple? C'est-à-dire tu décides mathématiquement, tu fais comme, je sais pas, comme faisait Bourbaki quand ils essayent de déduire ce que c'est que l'ordre mathématique, et après de l'ordre mathématique, tu vas déduire d'autres choses, par exemple, ce que c'est que de la matière ordonnée, puis peut-être tu vas déduire un ordre social, je sais pas, comme chez Confucius, où tu déduis l'ordre des positions sociales. Donc l'ordre, par exemple, c'est une puissance. C'est une puissance parce que c'est une manière de comprimer, de compresser des possibles pour les hiérarchiser, pour soumettre une possibilité à d'autres, pour dire, par exemple, déjà, une puissance d'ordre, c'est une puissance qui soumet, par exemple, la partie au tout. Tu dis, bah voilà, là, il y a une table, cette table, c'est un tout. Cette table, elle est constituée de parties, mais ces parties, tu décides qu'en tant qu'elles sont des parties de la table, elles sont moins que la table. Et c'est déjà une décision métaphysique, c'est-à-dire que tu décides déjà de considérer que les parties d'un tout ordonné sont soumises à ce tout ordonné. Et ça, c'est déjà une construction qui consiste déjà à sacrifier des possibles pour trouver une puissance. Et donc la question, pour moi, de la deuxième moitié du livre, c'est quelle puissance tu décides de reconstruire? Est-ce que tu décides de reconstruire des puissances d'égalité, des puissances d'ordre? Est-ce que tu décides de construire des puissances d'intensité ou des puissances d'identité? Et la thèse de la deuxième moitié du livre, c'est que on se retrouve globalement soumis à deux grandes manières métaphysiques, qui sont deux orientations possibles. Je pense que vous allez vite voir à quoi ça peut correspondre. C'est-à-dire globalement à des puissances métaphysiques qui sont des puissances de résultats et à des puissances métaphysiques qui sont des puissances de processus. Les puissances de processus, c'est tous les gens que vous allez entendre dire quand ils vont vous dire on fait de l'ontologie, on fait de l'ethnologie par exemple, on fait de la sociologie, mais en même temps on a une ontologie. Et les termes, les sortes de triggers d'une métaphysique de processus, ça va être par exemple le lien. Moi j'ai une métaphysique du lien. Le lien, c'est une puissance métaphysique. C'est une manière de dire moi je ne veux pas penser en termes d'ordre, je ne veux pas ordonner mes entités, je veux penser d'abord essentiellement qu'il y a du lien. Il y a du lien, donc c'est quelque chose qu'on va trouver dans la majorité des pensées de l'anthropocène ou des pensées qui veulent penser par-delà nature et culture, en deçà de nature et culture. L'idée de lien va être fondamentale. Là, il y a un livre récent de Estelle Jung, par exemple, qui est un livre qui, dont on sent vraiment que la valeur métaphysique, c'est le lien, l'idée qu'il y a du lien. Donc d'un côté, tu as des métaphysiques qui choisissent de construire comme puissance d'être fondamentale l'intensité, le lien, mais aussi, à mon sens, l'expression, par exemple. Et qui sont évidemment des métaphysiques qui vont être des métaphysiques de l'anthropocène, des métaphysiques qui vont toujours prétendre dépasser des formes de dualité, de binarité,
la dualité entre le sujet et l'objet, etc., qui vont aller vers des métaphysiques de processus, qui vont reconstruire ce type de puissance. Et de l'autre côté, ce qui s'organise, c'est des métaphysiques qu'on va avoir tendance à identifier à des métaphysiques réactionnaires ou conservatrices, ou classiques de l'ancien temps. Ce sont des métaphysiques de résultats qui vont vouloir à tout prix commencer toujours leur ouvrage en te disant ce qu'il faut expliquer, c'est ce que c'est que l'identité, c'est ce que c'est que la propriété, ou c'est ce que c'est que l'ordre. Ce sont des puissances métaphysiques, et elles vont pas entendre par propriété la propriété privée, mais le fait pour un objet d'avoir des propriétés. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des propriétés pour un objet ? Et très clairement, on est dans une scène où s'organise un conflit entre deux manières de reconstituer des puissances, c'est-à-dire de sacrifier du possible pour produire des puissances métaphysiques, pour produire ensuite ultimement des modèles politiques, qui sont des métaphysiques de résultats. Et des métaphysiques de résultats, c'est des métaphysiques en général qui sont identifiées à l'histoire européenne ou à l'histoire du rationalisme, donc qui vont être plutôt rejetées par beaucoup de militants qui vont leur opposer des métaphysiques queer ou des métaphysiques du dépassement de l'opposition entre nature et culture, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de sortir de ce qui, moi, me semble être une sorte de prise en tenaille entre des métaphysiques de résultats et des métaphysiques de processus. J'aimerais proposer autre chose que d'en être réduit à ce choix entre partout du processus, c'est-à-dire partout du flux, partout du lien, partout de l'intensité, et de l'autre côté, partout du résultat, c'est-à-dire partout de l'ordre, partout de la propriété, partout de l'identité. Dans ton livre, il y a, en fait, pour imaginer ce que tu dis de manière métaphysique et plutôt difficile quand même à saisir, dans ton livre, il y a un moment où tu distingues je ne sais pas si c'est une image, une métaphore, mais celle du champ de bataille, et tu distingues partir d'un camp, c'est-à-dire en fait avoir choisi de limiter les possibles d'une situation, de s'être engagé dans une situation, puisqu'on a un camp, donc on a un ennemi, on a une position, on a une idée, ou un principe, et on veut qu'il l'emporte, et avoir un point de vue qui est celui du champ, le camp par rapport au champ, c'est-à-dire le point de vue sur le champ de bataille, et donc sur l'ensemble des êtres en tension et en conflit, qui s'engagent ou pas, en fait, l'ensemble des diverses limitations de possibilités qu'on pourrait... Enfin, pour moi, qu'on peut imaginer comme des camps en conflit sur un champ de bataille dont ce que tu dis à propos des possibles est le point de vue le plus large. Et si je rappelle ça, c'est parce que je pense que c'est un bon moment pour évoquer comment comprendre ce que tu viens de dire, mais du point de vue des subjectivités. C'est-à-dire, dans ton livre, vers la fin, tu vas faire une typologie de différentes... je ne sais pas si c'est une typologie, mais voilà, une classification de différentes subjectivités qui, les unes par rapport aux autres, soit s'annulent, soit s'entrent en compétition, soit hostiles. Et ça configure en gros des positions possibles sur ce champ de bataille. Et je trouve que c'est assez intéressant ce que tu dis. Ça permet aussi de ressaisir un certain nombre d'approches de politique, en fait, de subjectivité politique qu'on pourrait avoir. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Je peux rappeler, hein, il y a une subjectivité, la première c'est puissante, une subjectivité libérale, une subjectivité libre, une subjectivité lucide, une subjectivité engagée et une subjectivité rationnelle. Et chacune de ces subjectivités sont configurées différemment. Et on peut se rapporter à ces subjectivités pour voir où on se place dans ce champ de bataille. Je vais essayer de faire leur portrait rapide. Ouais. Avant, pour te répondre sur le camp et le champ, ça va rendre la discussion plus concrète après être allé vers le maximum d'abstraction. Je tiens beaucoup à ces deux concepts qu'on trouve qui peuvent traîner pas seulement en philosophie, qu'on trouve parfois en sciences sociales aussi. Il me semble que, pour revenir sur ce que je disais sur ce terme que j'aime bien de commun distinct, une pensée du commun, c'est justement une pensée du champ. C'est-à-dire c'est une pensée qui essaye de comprendre le champ de bataille, c'est-à-dire c'est le moment où une pensée essaye de comprendre les intérêts, les positions de tous les camps en présence. C'est un moment compréhensif, et c'est un moment qui correspond à des moments méthodologiquement, par exemple, en sciences sociales, qui sont
des moments d'objectivation. La pensée du Kant, c'est la pensée où tu romps avec la neutralité axiologique et où tu décides d'assumer d'être engagé sur le champ de bataille. Il y a 2 rapports au champ de bataille, toujours. Toute pensée a 2 rapports au champ de bataille. Et elle alterne, elle ne peut pas faire l'économie de l'une ou de l'autre. C'est-à-dire, on sait bien que en gros, des pensées qui sont strictement des pensées du Kant, de la prise de position, qui font jamais l'effort de penser le champ, elles se plantent très très rapidement, puisque c'est un vieux problème. Lénine disait déjà, enfin voilà, il y a forcément un moment analytique de prise de distance, d'analyse froide des forces en présence, sinon tu cours à l'échec et l'ennemi l'emporte très très tôt. Donc même stratégiquement pour défendre ton camp, tu es obligé de basculer régulièrement vers des pensées de champ. Le problème des pensées de champ sans pensée de camp, c'est ce qu'une pensée engagée ou militante va reprocher de la fausse objectivité, etc. C'est que, évidemment, en faisant semblant d'avoir uniquement un champ et de ne jamais avoir de camp, tu invisibilises ton camp, ton point de vue, depuis l'endroit depuis lequel tu parles, etc. Une position de surplomb. Voilà, c'est la critique classique de... je sais pas, comme chez Bourdieu, est-ce que tu peux décrire sans prescrire, ça n'a pas de sens, etc. Donc tu repasses à une logique de camp, forcément. Et pour moi, c'est ça qui permet d'articuler la recherche par la pensée du commun distinct, c'est-à-dire le commun, c'est de la pensée de champ, tu articules un champ, tu poses un champ de bataille, et nécessairement tu produis, tu t'en acceptes, tu analyses des jeux de force en présence, etc. Et après, tu rebascules vers la pensée de Kant, et c'est le moment du distinct. C'est-à-dire, le distinct, c'est ce qu'il y a un autre, justement. Et le camp, c'est ce qu'il y a un autre camp, c'est ce qu'il y a un ennemi, un adversaire, ou un ennemi. Tu passes dans d'autres formes de stratégie de pensée. Cette articulation entre avoir un champ et avoir un camp, à la fin du livre, tu l'as dit en faisant un grand saut, pour moi, elle s'incarne dans différentes formes différentes formes de subjectivité contemporaine, qui... pour moi, ne relève pas vraiment du psychologique, je ne vais pas faire de la psychologie, mais de stratégie éthique. Donc tu l'as dit, elles sont définies à chaque fois, il y a la manière dont elles se définissent, et il y a la manière dont elles sont définies par les autres. Il y a la manière dont elles se définissent quand elles ont l'impression qu'elles peuvent se définir et qu'elles sont toutes puissantes, et il y a la manière dont les autres la reçoivent. La première, à mon sens, c'est la subjectivité que j'appellerais puissante. D'abord, très clairement, c'est devenu un lieu commun de définition de soi, je veux dire, y compris dans le camp de l'émancipation, énormément de gens se présentent comme puissants, ont l'impression qu'il faut se présenter comme puissant. Par exemple, dans le néo-féminisme, il y a vraiment cette idée, 3 femmes puissantes, une femme puissante, enfin, c'est même devenu très dur de trouver un livre qui ne passe pas par cette idée d'empowerment, donc de puissance, pour s'auto-définir, pour se donner de la puissance. C'est tout un moment du féminisme des 15 dernières années qui passe par l'idée d'empowerment. Une subjectivité qui se définit comme puissante, le problème, à mon sens, c'est que quand tu sors de cette subjectivité, si tu essayes de te demander comment une autre subjectivité vit une subjectivité puissante, qu'elle peut trouver inspirante, etc., c'est que le revers, c'est que ce qui subit une subjectivité puissante la considère comme une subjectivité autoritaire. Le revers du puissant, c'est l'autoritaire. Et par autorité, je pense qu'il faut entendre simplement ce qui rend impossible. Une autorité, c'est ce qui rend impossible. Qui pose des interdits, par exemple. Qui pose des interdits, mais même qui présente, ça peut être plus implicite que ça. Une autorité, c'est pas simplement ce qui te dit tu ne dois pas faire ça. Une autorité, c'est ce qui a la puissance de confondre ce que tu ne dois pas faire avec ce que tu ne peux pas faire. Parce qu'une autorité, c'est pas simplement ce qui te pose une obligation ou une interdiction. C'est ce qui est capable de fonder cette interdiction, de la fonder dans l'être même des choses. C'est-à-dire de te montrer, de te convaincre que c'est pas seulement que tu dois pas faire une chose, mais c'est que tu peux pas le faire. Les conséquences seront telles que tu vas t'autodétruire ou tu vas produire un effet qui est tel que tu ne peux pas le faire. Donc l'autorité, c'est pas ce qui interdit, c'est ce qui rend impossible, ce qui est plus fort, ce qui est beaucoup plus puissant. Donc il y a un type de subjectivité pour moi qui est la subjectivité puissante, qui se renverse en subjectivité autoritaire, et un autre type de subjectivité que j'essaye d'analyser, qui est la subjectivité libérale. La subjectivité libérale, c'est celle... Alors, chacune de ces subjectivités, pour moi, elle est définie par un certain rapport aux modalités d'être. C'est-à-dire, est-ce qu'elle rend possible, est-ce qu'elle rend nécessaire, est-ce qu'elle rend impossible. Et est-ce qu'elle se rend puissante, est-ce qu'elle se rend toute puissante, est-ce qu'elle se rend impuissante. C'est une manière de rendre possible ou de rendre puissant, et de se rendre puissant ou impuissant, ou tout puissant. Une subjectivité libérale, pour essayer d'en faire le portrait,
j'ai l'impression que c'est une subjectivité qui va avoir comme ontologie, justement, peut-être, il me semble qu'elle apparaît très fortement au début du XXe siècle, c'est très fortement la subjectivité mélancolique, moderniste typique du début du XXe. C'est la subjectivité qui, en fait, rend tout l'être sous forme de possibilité, et qui ne trouve rien d'autre que du possible. En littérature, par exemple, pour moi, très nettement, c'est le personnage d'Ulrich dans L'homme sans qualité de Musil, qui a la passion du possible, et qui est confronté sans cesse. Il essaye de déterminer, il essaye de choisir, mais en fait, il voit du possible. À chaque fois, il voudrait trouver de la nécessité à faire les choses, mais en fait, ce qui lui apparaît simplement, c'est il est possible de faire ceci, il est possible de faire le contraire. Il y a ce personnage qui est le personnage aussi, un peu le personnage conceptuel de Valéry, qui est Monsieur Test, qui, pareil, a la passion du possible. C'est vraiment un personnage typique du début du XXe, et qui, à mon sens, c'est mon interprétation, apparaît toujours dans des moments crépusculaires de conscience de fin d'une domination. Chez Musil, par exemple, très clairement, Ulrich, personnage de Musil, est un personnage du tout possible qui vient de la décomposition de la puissance de l'Empire austro-hongrois, et qui vit cette décomposition sous la forme d'une sorte de mélancolie par le fait que lui, il voit tout sous forme de possibilité. Et donc cette subjectivité libérale, pour moi, elle est toujours associée à une subjectivité qui prend conscience de la fin de la domination de sa classe ou de son groupe, et qui, pour cette raison, ne peut plus être tout à fait puissante, ni autoritaire, et qui va se prendre de passion pour le possible, et qui, dans le possible, va noyer en général l'action, c'est-à-dire le revers, de la même manière qu'une subjectivité puissante est vécue par les autres comme autoritaire, une subjectivité libérale, qui se présente comme libérale, elle est vécue par les autres comme impuissante. C'est-à-dire ce que les autres subjectivités vont voir d'une subjectivité libérale, c'est que, à moins de devenir autoritaire, devenir un libéral autoritaire, de l'extérieur, le libéral est celui qui ne choisit pas. Il est tiède. Et il est tiède, et comme il veut toujours se maintenir dans la possibilité, il passe jamais à l'acte, il n'accomplit jamais, il ne détermine jamais, et donc il est impuissant. Et après ces libéraux, il y a Alors, il y a la subjectivité lucide qui, à mon sens, est le type de subjectivité qui va se présenter comme une subjectivité qui, cette fois, non pas rend tout possible, comme la subjectivité libérale, mais c'est la subjectivité qui rend impossible. C'est une subjectivité qui émerge aussi, je crois, d'une sorte de mélancolie. Je vais essayer de l'incarner. C'est une subjectivité, à mon sens, qu'on trouve aussi bien chez Sioran que chez Houellebecq, qui est typiquement une subjectivité qui va compenser l'impression qu'elle ne te fait accéder qu'à des impossibilités. C'est-à-dire, au fond, comme chez Sioran, plus tu penses le monde, plus tu aboutis à une lucidité sur le monde qui t'amène au néant, parce que tu vois simplement que, en fait, le monde est impossible. Le monde est impossible, rien ne se donne comme possible. Plus tu comprends les intérêts de chacun, plus tu comprends les jeux de force, etc., plus ce qui t'apparaît, c'est une impossibilité généralisée. Et donc le lucide, c'est celui qui va essayer de compenser son impression que tout ce qu'il arrive à percevoir dans le monde, c'est de l'impossible. Il n'arrive lui-même comme subjectivité qu'à rendre impossible. Tu lui donnes, en gros, la subjectivité lucide, c'est une subjectivité, tu lui donnes de l'espérance, tu lui donnes une possibilité, elle te rend de l'impossible, toujours. Elle te rend les choses impossibles. Voilà. Elle produit une œuvre, elle produit un système d'actes, de connaissances qui font que, à chaque fois, ce qu'elle produit, c'est de l'impossibilité pour les autres. Et le lucide, celui qui se vit comme lucide, à mon sens, il est vécu par les autres subjectivités comme dépressif. C'est-à-dire, j'essaye de montrer que la dépression telle qu'elle est catégorisée aussi métaphysiquement par les premiers psychologues qui s'y intéressent, c'est déjà en germe dans l'anatomie de la mélancolie de Burton, etc. La dépression, c'est l'hégémonisation d'une lucidité, ou, je dirais autrement, la dépression, c'est toujours une lucidité vue de l'extérieur. C'est-à-dire, pour des subjectivités extérieures, ce qu'ils voient de quelque chose qui se sent, de quelqu'un qui se sent lucide, c'est de la dépression. C'est-à-dire, c'est la conjonction de l'impossible et de l'impuissant. Quelqu'un qui se rend impuissant en rendant tout impossible. Je peux poursuivre rapidement. J'essaye à chaque fois, sans effet de catalogue. Après, le but est d'essayer de montrer, en fait, que
il doit être possible de produire des portraits qui, j'espère, ne sont pas psychologisants, mais produisent des formes d'éthique qui sont à chaque fois des manières d'articuler des modalités, le possible, l'impossible, le nécessaire, le puissant, l'impuissant, le tout-puissant, qui sont des manières dont des subjectivités, en se formant, se débrouillent avec ce qu'il y a, et rendent ce qu'il y a, toute subjectivité rend ce qu'il y a plus ou moins possible, plus ou moins impossible, plus ou moins nécessaire. C'est les effets, les effets d'une subjectivité militante ou d'une subjectivité dans l'ordre de la connaissance, ou voilà, dans tout acte subjectif, tu rends ce qu'il y a sous une certaine forme, tu le modalises. Et ce qui m'intéresse, en tout cas, le but du livre est d'essayer de dégager une forme de subjectivité que j'appelle résistante, qui est une forme de subjectivité qui, et ça correspond au titre du livre, laisser être et rendre puissant, c'est-à-dire une forme de subjectivité qui est capable de laisser être, c'est-à-dire de rendre possible, et de ne rendre ni impuissant ni tout puissant. C'est-à-dire ni de produire ni des effets d'impuissance sur la subjectivité en général, ni des effets de toute puissance, c'est-à-dire d'hégémonisation. C'est-à-dire une subjectivité qui est capable de penser en toute chose, dans sa manière de faire, de dire, de parler, dans sa manière d'être, qui est capable de défendre le possible, de laisser être, de ne pas rendre, donc une subjectivité qui ne rend pas impossible, c'est-à-dire une subjectivité radicalement non autoritaire, qui ne rend pas impossible, qui ne rend pas nécessaire, qui ne rend rien nécessaire, qui ne rend jamais nécessaire ni une lutte, ni une loi, ni une règle, qui ne produit jamais de la nécessité, qui ne produit jamais de l'impossibilité, et qui pour cette raison ne produit ni de l'impuissance, ni de la toute-puissance. Donc une subjectivité qui aurait pour idéal de produire du possible et de produire de la puissance. Comme depuis tout à l'heure, on était en train de se demander alors quelle subjectivité on est les uns et les autres. C'est bon, on a trouvé, on est la subjectivité résistante, c'est parfait. Est-ce que tu vois, juste très rapidement, mais peut-être que c'est pas vraiment le sens de ton propos, mais est-ce que tu as l'impression que dans l'époque qui est la nôtre, les types de subjectivité qui semblent un peu écrasés, dominés ou... Alors, si j'essaye d'en donner deux critères, mais c'est le moment où c'est toujours un petit peu compliqué, moi, ma pente me ferait aller vers des formes de subjectivité qui sont individuelles ou collectives. Par subjectivité, il ne faut pas nécessairement entendre un individu. Ça peut être une œuvre, une institution, ça peut être un groupe, ça peut être un collectif, comme ça peut être une personne ou une partie d'une personne. De la subjectivité, qui en tout cas, ce type de dispositif un peu complexe, pour moi, si j'essaye d'expliciter son agenda, il est produit pour essayer de montrer qu'il doit être possible d'éviter de l'émancipation autoritaire. Toute forme d'émancipation autoritaire. C'est-à-dire qu'il doit être possible comme subjectivité, de ne pas avoir recours soit à la catégorie évidemment de l'impossible, par exemple par la lucidité, c'est-à-dire de ne pas proposer d'abord une vision lucide des choses, de ne pas aller vers la lucidité qui produit de l'impossible, ce qui ne peut pas être, le monde est fait de telle manière qu'il ne peut pas être autrement, etc. Qui va pas passer par la lucidité en produisant des effets d'impossibilité, mais qui va pas non plus passer par la nécessité. Je sais pas, c'est un vieux problème. C'est un vieux problème dans la tradition marxiste, par exemple. Qu'est-ce que tu fais de Marx dégageant des lois du matérialisme historique et pensant la nécessité de l'émergence du prolétariat devenant la classe qui va permettre la suppression de toutes les classes sociales. C'est-à-dire, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est quel effet tu produis sur la subjectivité quand tu produis, par exemple, une nécessité, quand tu produis une loi historique. Si tu produis une loi historique, par exemple, de la victoire, quel effet tu vas produire? Des effets à la fois d'encouragement et de découragement, des effets par lesquels tu vas convaincre, ce qui a été un des forts moteurs militants du 19e et du 20e siècle, tu vas convaincre des sujets qu'ils sont dans le sens de l'histoire, ce qui va avoir à la fois des effets terribles. Si tu es dans le sens de l'histoire, effectivement, ça justifie de suspendre un certain nombre de suspendre ton éthique. Vieille critique, tu peux faire ce que tu veux si c'est dans le sens de l'histoire, si c'est justifié par le sens de l'histoire, mais aussi tu dépossèdes la subjectivité de quelque chose de moteur. Si le moteur est dans l'histoire, il n'est plus dans la subjectivité. Donc ce qui
ce qui m'intéresse et ce qui me hante, c'est d'une part de produire des formes de subjectivité qui peuvent aller vers l'émancipation sans s'appuyer aucunement sur de la nécessité ou sur de l'impossibilité, sans rendre impossible et sans rendre nécessaire. Mais d'autre part aussi, pour être très concret, dans la subjectivité très contemporaine, des subjectivités qui seraient un peu sourcilleuses justement sur les usages de la puissance, sur le fait de se rendre puissant. Moi, je reconnais que je suis mal à l'aise avec, disons, tout le moment où ont été récupérés par des thèmes émancipateurs la question de l'empowerment, de la puissance de soi. D'abord, par un effet critique assez simple, que certains partageront peut-être, d'autres non, mais c'est que je trouve que rien n'est plus facilement assimilable par, disons, une certaine conception de l'individu libéral comme entreprise de soi-même, que cette conception-là de la puissance, de l'empowerment. Pour moi, le modèle de ça, c'est la catastrophe qu'a été le fait d'ériger quelqu'un comme Beyoncé en icône de l'émancipation, dans toute une part du féminisme pop, parce que tu as affaire à quelqu'un dont immédiatement tu vas invisibiliser les effets de domination de classe. Enfin, je veux dire, Beyoncé, depuis l'an passé, elle est rentrée dans le top Forbes des 400 plus grandes fortunes mondiales. Tu ne l'exposes pas comme... tu l'exonères de cette domination-là. Dans son dernier disque, il y a 3 phrases sur le quiet quitting, et du coup, tu fais de Beyoncé, qui fait partie des 400 plus grandes fortunes du monde, une sorte de... T'as des discussions, des fils Reddit entiers sur Beyoncé, icône de l'anticapitalisme contemporain. Ça produit quand même des effets de schizophrénie théorique un peu compliqués. Donc je suis très méfiant à l'égard d'un modèle de l'empowerment, de la puissance de soi, qui irait à l'appui de l'émancipation. Je pense que quand tu fais cet usage-là, tu vas vers l'établissement de subjectivités que tu rends toutes puissantes, qui sont des subjectivités modèles, des subjectivités inspirantes, à qui tu permets d'être des vastes entreprises d'elles-mêmes, qui sont parfaitement gérables par l'industrie culturelle. Ma deuxième difficulté, c'est que le modèle pour moi d'une subjectivité résistante, alors il est là pour essayer de résoudre ce qui me semble être, je me trompe peut-être dans mon diagnostic, mais ce qui me semble être le rift ou la contradiction majeure qui est en train d'émerger dans les politiques d'émancipation, qui à mon avis correspondent à 2 camps, qui ne sont pas des camps simplement qui s'affrontent par hasard ou entre lesquels il y a des malentendus par hasard dans la politique contemporaine, mais qui seraient, disons, un camp. Il y a 2 manières de concevoir ce qu'on appelle l'émancipation, et depuis très longtemps, depuis la question de l'émancipation des esclaves, depuis la question antique jusqu'à la question des esclaves au Brésil, il y a toujours 2 façons de concevoir ce que veut dire émanciper. Soit tu considères que pour une subjectivité, s'émanciper, c'est gagner en puissance, se déterminer et être reconnu. C'est par exemple dans les stratégies d'esclaves au Brésil, ceux parmi les esclaves qui réclament la reconnaissance par les institutions, et notamment par les plus libéraux des institutions de l'Église ou de l'État colonial. En ce cas, tu penses que s'émanciper, ça veut dire, c'est très clair pour moi dans les politiques contemporaines, ça veut dire se rendre visible, être reconnu, être rendu visible. C'est la visibilité. C'est toutes les politiques qui pensent l'émancipation comme visibilisation. Donc toutes les politiques, comme à mon avis on qualifie à tort de politique identitaire ou d'identité, c'est pas du tout le problème, l'identité, le problème c'est la visibilisation et la reconnaissance. Donc des politiques qui sont des politiques de groupes subalternes, de groupes minorés, qui pensent l'émancipation, qui quand ils entendent émancipation, pensent reconnaissance en général par l'institution, reconnaissance par, je sais pas, il faut qu'il y ait plus de femmes dans les entreprises du CAC 40, ce qui est évidemment un moyen de dire, bah voilà, le CAC 40 c'est une institution, il faut qu'il y ait plus de femmes à l'Académie des Césars. L'Académie des Césars c'est une institution. Tu penses en ce cas-là une politique où l'émancipation est le nom pour la puissance qui est gagnée pour des subjectivités de réclamer leur reconnaissance, d'obtenir cette reconnaissance, et qui passe par la visibilisation. Et évidemment, tu as un autre sens depuis fort longtemps de l'émancipation, je sais pas, dans les quilombos brésiliens, dans les palenques, etc., qui est l'idée
totalement inverse, pour le coup, c'est que l'émancipation, c'est échapper à la visibilisation, et qui aboutit, dans les théories contemporaines, évidemment, à toutes les formes de pensée où, quand on dit s'émanciper, il est évident entre nous qu'on veut dire échapper à des dispositifs de visibilité, à des dispositifs de pouvoir, à des dispositifs d'identification, donc un certain héritage de Foucault, voilà, une certaine pensée des dispositifs de pouvoir, des dispositifs de vision, etc. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus vieux que Foucault, etc., c'est beaucoup plus ancien que dans toutes les traditions d'émancipation, antiques, les esclaves au Brésil. Tu vois, cet affrontement, émancipation a toujours eu un double sens, toujours. Et ce double sens, parfois, historiquement, les deux sens, ils entrent en conflit. Parce qu'en fait, profondément, quand tu veux dire que pour une subjectivité, s'émanciper, c'est se rendre visible, en fait, ce que tu entends métaphysiquement, c'est que s'émanciper, c'est se rendre puissant. Et quand tu entends que pour une subjectivité, s'émanciper, c'est échapper à la visibilisation, à l'identification, à des dispositifs de pouvoir, tu entends que pour toi, l'idéal que tu te fais de s'émanciper, c'est devenir possible. Si s'émanciper, c'est devenir possible, ça veut dire c'est pouvoir être anonyme, pouvoir être n'importe quoi, pouvoir le quodlibet, quoi, être voilà, le côté où tu penses que l'émancipation, c'est diminuer les déterminations qui te sont imposées. C'est-à-dire quand tu t'émancipes, quand tu parviens à déjouer la manière qu'on a de te déterminer, de te définir, etc., la police de l'identité. Et je pense que c'est vraiment pas un conflit récent, c'est un conflit qui ressurgit toujours historiquement, parce qu'en fait, au fond, les deux conceptions de l'émancipation, c'est une où, quand tu dis s'émanciper, tu dis en fait s'émanciper, c'est pouvoir devenir quelqu'un, se rendre puissant. Et de l'autre côté, tu dis s'émanciper, c'est pouvoir cesser d'être quelqu'un, se rendre possible, devenir une possibilité. Et voilà, je pense que l'histoire de l'émancipation, c'est l'histoire de stratégies parfois d'alliance, de malentendus autour de ce qu'on appelle s'émanciper, et parfois de moments de règlement de compte, de contradiction, où c'est plus tout à fait tenable, parce qu'en fait, profondément, ce sont deux sens sinon contradictoires, du moins inverses. Et pour finir, il me semble que l'idéal, c'est pour ça, ma manière d'intervenir dans cette question-là, c'est de dire, en fait, le seul moyen d'articuler ça, le seul moyen d'être une subjectivité résistante, c'est de ne pas se livrer complètement à la puissance ou au possible, mais d'articuler les deux. C'est-à-dire de se dire, en fait, s'émanciper, la seule formule magique de l'émancipation, c'est pouvoir devenir quelqu'un pour pouvoir cesser de l'être. C'est-à-dire, c'est pouvoir mobiliser de la puissance et de la détermination pour avoir la possibilité de se sous-déterminer, de s'indéterminer, de se rendre possible. Si tu l'articules pas de cette manière, tu auras toujours le même théâtre, qui est que ceux qui sont du côté de l'émancipation, c'est gagner de la puissance, se déterminer, être reconnu, être rendu visible, vont dire, vous autres qui êtes du côté de l'émancipation, c'est se rendre possible, etc., vous êtes du côté du luxe. C'est-à-dire c'est parce que, en fait, vous êtes des résidus de la classe moyenne, blanche, occidentale, vous avez déjà de la puissance, vous avez déjà de la reconnaissance, vous êtes visibilisé, c'est pour ça que vous voulez vous invisibiliser, c'est parce que vous êtes déjà visibilisé. Nous, groupe subalterne, nous femmes, nous queer, nous populations qui ont été historiquement humiliées, rendues invisibles, destituées, etc. On n'a pas ce luxe-là, donc nous, il est normal qu'on demande à être reconnus. Et de l'autre côté, tu vas avoir toujours, à mon sens, le même type de critique, le même type de crispation, c'est-à-dire du côté de ceux qui pensent l'émancipation comme se rendre possible, s'indéterminer en quelque manière, tu vois, pouvoir devenir n'importe qui ou n'importe quoi, échapper au régime d'identification et de police. Tu vas avoir une sorte de méfiance qui a du mal à se dire, et puis qui finit toujours par sortir, qui est une manière de dire, oui, mais de l'autre côté, vous êtes quand même du côté de l'identité, vous êtes quand même du côté de l'identification. Et en fait, le fond, je crois, du reproche qui est adressé par ce camp-là de l'émancipation à l'autre, c'est de dire, vous demandez de la reconnaissance, et en fait, on a une éducation hegelienne, la reconnaissance, c'est dialectique et c'est réciproque, c'est-à-dire que quand tu demandes de la reconnaissance à une institution, tu reconnais ce à quoi tu demandes de la reconnaissance. Si tu demandes à être reconnu par l'État, tu reconnais l'État. Si tu demandes à être reconnu par, je sais pas moi, si tu demandes à être reconnu et pris en compte par les GAFAM, tu légitimes les GAFAM. Et donc il y a une sorte de scène, comme ça, théâtrale, à mon sens, qui traverse l'histoire, d'incompréhension mutuelle, ou en tout cas de reproche mutuel qui finit par ressortir,
entre ces deux sens de l'émancipation. Et le but pour moi final du livre et de l'exploration de ces subjectivités, c'est de dire il y a un moyen à chaque fois, peut-être historiquement, d'essayer de régler ce conflit ou d'éviter que ça tourne à la schizophrénie. C'est-à-dire d'éviter que le camp de l'émancipation soit schizophrène, parce qu'il soit déchiré entre les deux manières qu'il a d'entendre ce que veut dire s'émanciper pour une subjectivité. Bon, alors je sais pas, et ce moyen, comment tu le caractériserais? Mais avant ça, j'ai l'impression que dans ton livre, à la fin, ce qui est problématique, c'est pas tellement qu'il y ait ces deux camps, ou c'est pas tellement qu'il y ait plein de subjectivités différentes qui sont en conflit sur un champ de bataille, mais c'est l'hégémonisation d'une de ces subjectivités. Et ce qui m'avait vachement intéressé dans ce passage, c'est que tu fais pas seulement de décrire une subjectivité, genre libérale ou je sais pas quoi, mais que tu rajoutes un moyen de saper leur devenir hégémonique, ou le fait qu'ils vont une subjectivité se mettre à dominer l'ensemble des subjectivités en imposant soit l'impossibilité, soit la nécessité, bon, toutes ces choses que tu as dites. Et oui, j'ai l'impression que toi, ce que tu proposes aussi, c'est une sorte de vigilance à tous les points de faille qu'il y a dans toutes ces subjectivités réunies, et qui constituerait un peu le point de vue de la subjectivité résistante, qui veille à voir où est-ce qu'il y a une faille chez le libéral, où est-ce qu'il y a une faille chez le lucide, etc. Oui, en effet, ça peut paraître sourcilleux et une drôle de position, mais je crois pas du tout que ce sont des détails quand tu guettes des indices de modélisation d'un discours dans n'importe quel discours, dans un discours militant, dans un discours politique, dans un discours éthique ou métaphysique. C'est-à-dire quand tu regardes s'il écrit tu dois, s'il écrit tu peux, s'il y a marqué il faut, s'il y a marqué il faut désormais, ou il a toujours fallu, ou etc. Donc, effectivement, peut-être par tempérament, je suis très attentif à ces outils logiques qui, à mon avis, ne valent pas juste pour le plaisir de faire de la logique, mais valent parce qu'ils finissent toujours à terme par avoir des effets politiques. Ça semble des détails, et tu dis, bon, c'est pas très grave, enfin, qu'on dise tu peux ou tu dois. Moi, en tout cas, ce qui pour moi fait commencer toujours le moment où un moment de vigilance, c'est le moment où je sens un basculement de tu peux à tu dois, qui est un moment où tu vois très clairement, je sais pas, je vais prendre un exemple pas du tout dans le camp de l'émancipation, mais disons dans la politique de la République française. Je trouve que tu peux très très bien tracer de cette manière-là, c'est presque une histoire rhétorique que tu peux faire, autour tous les discours qui ont été tenus autour du voile en France à partir de 89 et de l'affaire à Creil. Il y a des gens qui l'ont fait. Joanne Scott, quand elle écrit sur ça, elle reproduit plusieurs discours de 89 jusqu'à maintenant, de 1989 jusqu'à maintenant. Et tu vois exactement, pour moi, ce qui définit la République, par exemple, c'est le geste fondateur de la République qu'on va retrouver à l'œuvre. C'est pour ça qu'il va y avoir cette crispation républicaine sur le voile à partir de 89. C'est la formule de Rousseau, s'ils ne veulent pas être libres, on les obligera à être libres. Pour moi, la République, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est la formulation, c'est la modélisation sous forme de nécessité de la liberté. Et ça naît avec Rousseau, puis avec la Révolution française. C'est-à-dire, c'est rendre politiquement nécessaire la libération des sujets. Et le rendre intimement, c'est-à-dire, on va pas simplement te l'opposer de l'extérieur. On veut que tu rendes gorge. On veut que de toi-même, dans ton cœur, tu admettes la nécessité de ce geste de libération qui va donner, on veut que de toi-même, on veut pas simplement que tu enlèves le voile pour nous faire plaisir pour entrer dans un espace public, on veut que de toi-même tu montres que tu as fait tout un parcours par lequel tu as admis que cette forme-là de libération était nécessaire, faute de quoi tu insultes les femmes iraniennes qui sont en train de se battre pour l'enlever actuellement, etc. Et donc, pour moi, typiquement, tu vois, je vais être très attentif à la manière dont dans un discours on est passé, et tu vois dans les discours républicains qui ont été tenus, tu vois le passage du moment où ce qui est dit, c'est que une femme peut porter le voile dans certaines circonstances, une femme doit se dévoiler. Enfin, je sais pas, moi je suis enseignant à la fac, par exemple, j'ai le souvenir des circulaires qui m'ont été donnés pour les concours, quand je m'occupais des concours d'enseignement, le CAPES et l'agrégation, il y a toujours eu un flou avec des circulaires pour essayer d'interpréter la question de savoir si des candidates pouvaient se présenter avec un voile léger à l'oral du CAPES ou à l'oral de l'agrég.
le passage du tu peux ou tu dois, tu le voyais d'une année sur l'autre. Quand Blanquer est arrivé, par exemple, t'es passé de tu peux à tu dois. C'était juste ça, c'était l'effet de Blanquer direct. Donc c'est des effets de modélisation de discours où tu as l'impression que le contenu du discours n'est pas changé, mais clairement, c'est pas juste de la forme rhétorique. Je crois que ça a un effet politique profond. Et pour te répondre à partir de ça, ce que j'essaye de défendre dans le livre, qui est en tout cas ouvert à la discussion, c'est que après y avoir longtemps réfléchi, avoir essayé de retourner le problème sous toutes ses formes, je le simplifierai de la manière suivante en disant je crois pas que tu puisses jamais trouver les ressources politiques pour éviter de l'hégémonisation politique. C'est-à-dire il faut qu'il y ait autre chose que de la politique pour permettre à une politique, aussi bien à une politique d'émancipation, de ne pas produire des effets d'hégémonisation par les subjectivités et sur la subjectivité. Je crois que tu as besoin d'un autre régime de discours qui est éthique. Et que si tu es dans l'immanence du politique, tu produis des effets de puissance, mais à un moment ou à un autre, tu peux pas t'empêcher de rendre nécessaire, de rendre impossible ou de rendre nécessaire, de rendre impuissant ou de rendre tout puissant. C'est pas grave au début, c'est juste des problèmes rhétoriques quand tu écris un tract, c'est pas très grave. Mais c'est toujours grave à la fin, parce que tu finis toujours par retrouver ces problèmes. C'est-à-dire la manière dont tu modélises ton programme, dont tu modélises tes actions, ce qui sont juste des questions de rhétorique au départ, deviennent petit à petit centrales, parce que c'est ce que je crois, c'est ça qui a de l'effet sur la subjectivité. C'est-à-dire qu'une subjectivité, elle n'entend pas simplement un contenu que tu lui donnes et avec lequel elle fait, qu'elle choisit plus ou moins, qui est un contenu d'émancipation, un idéal, un ensemble d'idées, elle entend des manières. Et elle entend des manières qui s'expriment par un certain rapport au possible, un certain rapport au nécessaire, un certain rapport à l'impossible. Et il me semble en effet que ce qui produit de l'hégémonisation, c'est tout ce qui est autre chose que du possible ou de la puissance. C'est ce qui produit de l'impossible, ce qui produit du nécessaire, c'est ce qui produit de l'impuissance, ce qui produit de la toute-puissance. On a largement dépassé peut-être juste à la fin. J'aime vraiment ce... Là, tu dis par exemple, pour chacune de ces subjectivités, tu dis vraiment, si tu veux rabaisser, si tu veux retirer le processus d'hégémonisation d'une subjectivité, genre, disons libérale, tu peux aller voir quelque part quelque chose. Est-ce que tu te souviens de ces passages-là ? L'idée, c'est de manière très pratique, à la fin du livre, de produire des sortes de stratégies pour interrompre une hégémonisation. C'est-à-dire comment, quand tu as affaire une subjectivité, elle est processuelle, c'est-à-dire elle s'emballe elle-même, et c'est une manière de se rapporter à des valeurs, à des idées, à des contenus, mais c'est une manière. Et cette manière, elle s'hégémonise à mesure qu'elle a beau être résistante, elle devient irrésistible. L'hégémonisation, ça produit, c'est quelque chose qui est résistant, mais qui est irrésistible. Tu n'as plus de moyens, tu peux plus y pénétrer, comme ça nous arrive assez fréquemment. Tu vois quelqu'un petit à petit que tu connais au fil des années, et tu sens très concrètement dans la discussion la forteresse se fermer, et t'as plus de brèche, quoi. Enfin, tu sais plus comment faire, quoi. Enfin, t'as plus de porte d'entrée, le pont-levis s'est relevé, et voilà, tu sais pas, est-ce qu'il faut l'attaquer, passer par-dessus, passer par-dessous, faire des tunnels, mais voilà, t'as un refermement. Donc l'hégémonisation, c'est pas juste le fait de vouloir dominer, c'est aussi cette fermeture, cette clôture. C'est-à-dire l'hégémonisation, c'est pas juste sur les autres, c'est sur soi. Ça produit, c'est quand tu perds prise. C'est quand cette image, tu sens dans la discussion avec des amis, des camarades ou avec des ennemis, à un moment t'as plus de prise, tu perds la prise. Donc pour moi, la grande question de stratégie éthique, c'est comment tu regagnes de la prise. Pour regagner de la prise, il faut trouver une brèche à chaque fois. Et à mon sens, par exemple, je sais pas, très clairement, par exemple, pour moi, une subjectivité lucide, c'est une subjectivité qui devient juste une subjectivité qui sans cesse t'expose des champs. Elle t'expose des champs. C'est-à-dire tu sens que tu as affaire à une subjectivité où dans la discussion, tu es toujours renvoyé au fait que plus ou moins en surplomb, elle est en train de t'exposer, assez lucidement en général, d'une manière intéressante, l'état des forces en présence, le rapport de force, tel camp, tel autre camp, etc. En fait, le seul moyen de trouver une brèche là-dedans, c'est d'être capable de trouver son camp. C'est d'être capable de la ramener à son camp. Et ce qui est... J'y tiens, c'est-à-dire à chaque fois, pour moi, ce sont des stratégies, pour moi, interrompre une hégémonisation, c'est pas... c'est aussi aider une subjectivité à ne pas devenir autoritaire, y compris sur elle-même. C'est être capable de la ramener à son camp. De la même manière, ce qui marche bien, c'est la subjectivité libérale, oui. Où il faut faire l'inverse. La subjectivité libérale, elle voit du possible partout,
Non, pardon, excuse-moi, c'est pas celle de... La subjectivité puissante, voilà. La subjectivité puissante, elle s'hégémonise à partir d'un principe ou d'un choix qu'elle a fait dans l'être, elle croit en investissant tout, et pour la ramener à quelque chose, c'est justement la ramener au fait que, non, il y avait un choix. T'as tranché dans du possible à un moment donné. Rappelle-toi ce moment où il y avait entre oui et non, un moment, et toi, tu t'es engouffré dans le oui ou dans le non. Tu dois retrouver son choix, tu dois essayer de remonter à son choix au moment où il y avait du possible. Mais de la même manière, par exemple, inversement, à mon sens, tu arrives à interrompre une hégémonisation libérale. L'hégémonisation libérale, c'est quand tu as affaire à quelqu'un qui ne te renvoie qu'à du possible, sans cesse du possible, et qui te noie dans le possible. Et tu n'arrives plus à retrouver sa décision, tu n'arrives plus à retrouver... t'es noyé dans trop de possibles, trop de possibilités. Et à mon sens, tu arrives à l'interrompre quand tu arrives stratégiquement, et avec lui, j'insiste, pour moi, c'est pas un acte autoritaire, c'est quelque chose que tu fais pour t'aider à te rapporter à une autre subjectivité, mais pour aider aussi l'autre subjectivité à pas se clore de cette manière-là. Je pense que tu arrives à interrompre une hégémonisation libérale d'une subjectivité quand tu arrives à lui faire entendre qu'à un moment, à chaque fois qu'elle te dit tu peux, c'est possible, tu arrives à la faire parvenir à ce point où elle va finir par dire tu dois. Elle va finir par te montrer qu'à un moment, il y a une nécessité, il y a une obligation. Il faut la faire arriver à ce point-là, et pas simplement quelqu'un qui dit oui, tu peux penser ça, tu peux penser ça aussi, tu peux penser ça. Donc très concrètement, dans la discussion, c'est le moment où tu arrives à remonter avec elle, au moment où elle a un tu dois, elle n'a pas que des tu peux, elle a un tu dois. Et quand tu lui fais remonter à ça, tu retrouves en elle une articulation, une contradiction qui lui permet de plus être de manière hégémonique, libérale. On doit terminer, c'est ça. On le peut en tout cas. Merci beaucoup Tristan pour cet entretien. Merci à vous.